la Val-de-Loge, plus précisément à la Cassaverie Pézeron, où le PLG a convié ses sympathisants et l'ensemble de la Guadeloupe à une journée d'échange sur la souveraineté alimentaire. Au cours de cette journée, nous aurons pas mal de choses, des discussions, des visites et aussi sur la transformation de cette matière qui par le passé, on sait, a une grande importance sur l'alimentation de nos ancêtres. Eh bien, nous avons Rico, parce que c'est organisé toujours encore là, où la Guadeloupe convie tous sympathisants du PLG, autour d'un sujet que nous connaissons bien, à savoir l'alimentation, la souveraineté alimentaire. Donc, Rico, en tout cas, on veut dire nous, des 4 mois à journée là, quand nous avons fait, quand nous avons dit, quand nous avons joué, et tout au long de la journée là, quand les gens qui viennent nous. Oui, on a dit tout le monde qui a côté nous bien bonjour, qui a gardé nous bien bonjour. C'est vrai, là, nous avons fait ça plusieurs fois, hein. Ce n'est pas la première fois que nous avons vu des habitants. Depuis nous avons un producteur qui a fait, qui a porté en manège, nous avons vu prendre les visites. C'est pour ça que nous avons allé côté Nelson, avant Nibel, nous avons écouté Valdo, restaurateur, et là, nous dit, nous avons vu côté M. Didier Pézeron. Ça va tomber bien, ça va permettre de nous régler 3 objectifs. Le premier là, c'est aider un jeune bourg, enfin pas dire un jeune bourg, jeune entrepreneur en tout cas, mais c'est Didier Pézeron qui prend une initiative, 6 problèmes à Manioc, et il fait des bâtiments pour faire cassave, farine et compagnie. Donc nous dit, il faut bien écouter bien là. Deuxième objectif, il y a un code soulevant. Nous-mêmes, nous code soulevant, nous savons bien que le code soulevant là, il y a une difficulté au niveau à développement. Donc là, on a fait un code soulevant là, il faut nous bailler force là aussi. Il ne faut pas nous attendre d'autre côté pour faire pour nous, il faut nous-mêmes nous bailler force là. Et troisièmement, nous, à l'UPLG, nous toujours, qu'à dire Guadeloupéens, il faut nous faire en sorte que les jardins nous pas trouver dans les ports là. Et ça a fait des années, nous pas dit ça. Donc, nous disons que ça va tomber très bien. Il n'y aura pas en lot de souveraineté alimentaire, ni d'autres qui parlent d'autonomie alimentaire. Mais nous disons que permet nous de faire un tout, ainsi, justement, quand ça y est, ça fait souveraineté alimentaire, chaque monde qui prend de vue, nous pouvons voir quelle proposition nous peut faire, puisque nous avons vu ça va tomber pile, nous sommes sortis vers ça. 2 jours, 3 jours après, nous attendons, l'UNESCO a dit, ils mettaient cassave comme élément immatériel de l'humanité. Parce que cassave est une force internationale qui permet de nous développer la paix, l'amitié entre les peuples. Donc, nous, en Guadeloupe, nous avons un élément là aussi, cassave là. Donc, ça permet nous de discuter sur ça, d'échanger en ça. Et nous avons profité des journées là, ça, pour nous honorer 3 personnes. Parce que nous, en décembre, et l'IPLG fête en 1er décembre 1978. Donc là où nous en décembre, nous toujours qu'à changer, ça on peut crier anniversaire à l'IPLG. Donc nous avons changé ça en passant. Et nous avons 3 militants que nous avons honorés aussi là. C'est M. Henri Denval et l'autre là, Pierre Sainton. Pierre Sainton, à ne pas confondre avec le garçon Jean-Pierre Sainton qui est modernement. Pierre Sainton, ce papa là, c'était membre fondateur à Le Gong. Éric Deval, c'est un grand économiste guadeloupéen qui justement était occupé de ça, l'économie insulaire. Donc, les petits pays en qui j'en pour parler, réfléchir sur le développement. Pour qu'ils nous honorer, manifestation à noter pour faire avant, ces 2 boucles-là, tous les 2, ils sont morts en 8 décembre. Donc, nous avons profité de jour là pour faire ça. Et il se trouve que jour là, c'est 15 décembre, on l'autre militant qui est un bouc solide aussi, mort en 15 décembre. C'est Henri Bernard, professeur Henri Bernard. Donc, nous avons profité aussi jour là pour nous battre professeur Henri Bernard en hommage. Donc, tout ce que nous avons fait là, ça n'a un seul sens, de toute façon, l'esprit en moi, c'est développer conscience à Guadeloupéen. Ben, nous, on force pour nous appuyer, nous, si ça nous nie des mondes solides,
à tous les niveaux, que ce soit au niveau entrepreneur, que ce soit au niveau militance, que ce soit au niveau intellect et compagnie, pour nous continuer le combat, pour nous voir qui gens nous tirer la Guadeloupe en vieux soulier, tirer pied à la Guadeloupe en vieux soulier. Eh bien, quand on dit à vous, pas grand-chose. Ah oui. Alors, nous avons pensé que nous avons une belle réunion ensemble. Ça, nous avons espéré, mais ça est obligé. Et on n'a pas pu partir alors que nous étions prêts, on n'a pas pu partir alors. Donc vraiment, je m'excuse, j'ai vu que vous étiez tous là à attendre. Papa n'aurait pas aimé ça. Voilà. Alors, on avait préparé un texte. On a préparé un texte à 3, mon frère, ma soeur et moi, que je ne vais pas lire en entier parce que ce serait trop long. Parce que vraiment ce serait trop long si on est arrivé en retard. Je vais commencer par dire que d'écrire Papa Éric Héninval, c'est une chose qui est relativement difficile. Parce que papa était, même pour ses enfants, alors, il faut dire que quand Gaston m'a appelé, il m'a demandé de décrire papa en tant qu'enfant. Même si je suis grande, je suis la fille d'Éric Héninval, nous sommes les enfants d'Éric Héninval, et d'où elle venait, qui était sa famille. Donc ce sont les deux aspects que je vais traiter. Donc il y a vraiment une partie très sensible en tant qu'enfant, et une partie de qui il était, qui était sa famille, dans quel contexte il a vécu. Je commencerai par la partie sensible. La partie sensible, en tant qu'enfant, ce que nous avons dit, c'est que d'écrire papa est assez difficile, même en tant qu'enfant, parce qu'il était complexe. Éric était un homme complexe, il était secret, il avait de multiples facettes. Et chacun le voyait à sa manière. Et nous-mêmes, nous le voyions dans ses multiples facettes. Papa, c'était un père, un époux. C'était un ami, il avait des amis frères. Je ne citerai que les deux plus importants. Je ne pourrais pas citer tous les autres amis, j'ai peur d'en oublier. Donc je citerai Claude et Jacques, qui étaient vraiment ses amis frères, qui sont partis très tôt. Et pour vous dire à quel point il était secret et à quel point il était complexe, nous n'avons jamais vu réellement la peine qu'il avait eue quand il a perdu ses amis. On l'a vu un peu s'éteindre, mais on n'a pas entendu sa peine. Et quand on le voyait, on ne voyait pas sa peine. Et on savait que perdre ces amis-là a été très très difficile pour lui. Papa est aussi un militant, un enseignant, un économiste, un fin analyse de la situation en Guadeloupe, mais aussi de la géopolitique. Il était un conseiller pour certaines personnes et il a été un mentor. On dira que papa était ce dont on ne parle plus maintenant et qui est devenu un mot péjoratif. On dirait que papa était un intellectuel en fait. C'était un vrai intellectuel. Avoir un père intellectuel, on peut dire c'est difficile. Parce qu'il était intellectuel dans tous les aspects de sa vie. Mais il était un intellectuel pour ses enfants aussi, dans l'éducation qu'il nous a donnée. Mais il était un intellectuel aimant, bienveillant. Et surtout, il nous respectait pour ce que nous étions. Il nous respectait, mais chacun d'entre nous. Et il apportait à chacun d'entre nous ce dont nous avions besoin. Par exemple, Myriam qui est là, elle aimait lire. Elle lisait la nuit, elle lisait le jour, elle lisait tout ce qu'on lui donnait à lire à l'école. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a fait découvrir la littérature d'Amérique latine, d'Afrique, etc. Si bien que très tôt, elle a lu Aléro Carpentier, Georges Amado, enfin, elle a lu des livres que personne ne lisait en Guadeloupe, et qu'aucun élève ne lisait en Guadeloupe. Et franchement, quand elle parlait de ça à l'école, les gens avaient les yeux grands couverts. Mon frère, lui, il aimait la science-fiction. La science-fiction, c'est pas de la littérature, c'était pas de la littérature à l'époque. Mais il a quand même acheté à mon frère les livres de science-fiction qu'il aimait. Et puis un jour, il arrive avec un appareil assez particulier. C'était une grosse boîte. On était en 1974. C'était une grosse boîte. Il fallait la programmer. Mon frère s'y attelait. Il savait que Frédéric l'aurait fait. Moi, j'ai commencé avec lui, j'ai arrêté. Mais lui, il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait. Et on s'est rendu compte que c'était un ordinateur. En 1974, il avait dégoté ça, je ne sais où. Et mon frère est devenu informaticien. Quant à moi, j'ai toujours aimé la politique. Je l'ai toujours suivi, j'écoutais tout ce qui se disait, je me mettais à côté d'eux, j'écoutais.
Alors moi, il m'a expliqué, j'avais 14 ans, il m'a expliqué ce qu'était le marxisme-léninisme, il m'a expliqué la colonisation, l'impérialisme, il m'a expliqué tout ça. Il m'a donné des livres à lire aussi, et quand je ne le comprenais pas, il me disait, bon, c'est un petit peu difficile pour toi, tu comprendras plus tard. Je suis maintenant une élue politique, je l'ai toujours suivi en politique, et vraiment, voilà. Il nous a aussi donné l'amour du pays. Il nous a dit, vous êtes des Guadeloupéens. Nous sommes Guadeloupéens. Et dire qu'on était Guadeloupéens, on était dans les années 70, c'était assez difficile, mais on l'a assumé avec la tête haute, comme mon père nous disait. Parce que moi, les élèves me disaient, oh, et d'un ballon grand famille comme ça, ou indépendantiste. Vraiment, les élèves étaient vraiment étonnés. Et je disais, oui, je suis Guadeloupéenne, je ne suis pas française, je suis Guadeloupéenne. Ça veut dire tout le monde. Myriam, c'était pareil, etc. Alors, papa nous a appris, comme il l'a fait pour le mouvement, à nous tenir loin des idées reçues, à avoir un esprit critique. D'ailleurs, il nous lisait Le Monde tous les dimanches. Tous les dimanches matins, on avait une lecture commentée du Monde. Ça nous plaisait, on a continué à lire les journaux. Et une chose aussi qu'il nous a appris, c'est analyser ce que nous regardions. Par exemple, les dimanches soirs, il y avait un western. Il y avait un western tous les dimanches soirs. On allait chez ma grand-mère regarder les westerns. Nous, naturellement, on était pour les cow-boys, on était contre les Indiens. Et nous expliquait comment les Indiens étaient un peuple opprimé et que normalement, nous, Guadeloupéens, nous devrions être du côté des Indiens parce que nous vivons la même chose que les Indiens. Et ça, il nous a appris ça, même les films de Walt Disney qu'on regardait. Il nous a montré comment les gentils étaient blonds aux yeux bleus et les méchants avaient toujours des vêtements noirs. On ne montrait pas encore de noirs à la télé, mais les méchants avaient des vêtements noirs. C'est tout ça que papa nous a appris à forger en nous, mais dans une ambiance, je veux dire, on aimait l'écouter. C'est comme s'il nous racontait des histoires et c'était vraiment, on sentait l'amour qu'il avait pour nous et le désir qu'il avait pour chacun d'entre nous de nous faire grandir avec ce que nous étions et ce que nous aimions. Myriam est devenue enseignante comme lui, syndicaliste aussi. Mon frère est devenu informaticien comme il le supposerait. Et moi, j'ai continué en politique. Il m'a guidé en ça. Alors, qui il était? Ce que je veux dire aussi, c'est que concernant la politique, on savait qu'il faisait de la politique, on savait qu'il était indépendantiste, on allait en coup de main, on allait dans tous ces endroits-là, mais on ne savait pas qu'il était à l'UPLG, qui était une organisation clandestine. Et quand il a, avec Sonia Rupert, fait la déclaration de la naissance de l'UPLG en Guadeloupe, nous avons été surprises. Nous avons été surprises, mais très très fiers. Et encore une fois, parce que tout le monde venait nous voir, ah bon, votre père est à l'UPLG, on l'a assumé. On l'a assumé avec la tête haute. Vraiment, nous étions fiers de ça. Mais le militantisme, il faut le dire, était pour nous une chose naturelle. Que mon père aille en réunion, que nous-mêmes allions en réunion, que nous soyons dans des activités syndicales ou autres. Moi, j'étais plutôt parent d'élèves, des choses comme ça. C'était une chose tout à fait normale. Il nous a appris à faire quelque chose de notre vie et surtout à donner ce que lui nous avait donné, ce que nous avons reçu. C'est ça le plus important. Alors, qui était Éric Héninval? D'où il venait? Il est né le 21 avril 1934. Il était le fils de deux enseignants, Félix Héninval et Elaïs Randal, qui habitaient à Pointe-à-Pitre, tous deux de Pointe-à-Pitre. C'est pourquoi papa se définissait vraiment comme un Pointois. Sa mère était comme lui. Ce que je n'ai pas dit comment il était. Papa était calme, jamais un mot plus haut que l'autre. On ne l'a jamais entendu crier. On ne l'a jamais entendu, même quand il nous disputait, enfin, ne nous disputait même pas réellement en fait. Quand on faisait quelque chose qui n'allait pas, il nous disait des phrases bien senties. Un jour, j'avais juré quelqu'un, il m'a regardé, il m'a dit, tu es bien ordinaire, ma fille. Alors je me suis dit, ça veut dire quoi ordinaire? Ma mère m'a dit, c'est plus que vulgaire. Je vous assure, j'ai plus jamais joué. C'était comme ça. Il nous arrêtait stop. Et par des phrases tranquilles, bien senties. Donc papa était calme, élégant. Il aimait rien.
Il aimait rire, il aimait la vie, mais ce qui le caractérisait, c'était vraiment son calme. On ne l'a jamais entendu dire un mot plus haut que l'autre. C'est très très rare en Guadeloupe, malheureusement. Donc il est né de 2 enseignants. Sa mère était calme comme lui. Elle était comme lui. Il était comme elle. Elle avait beaucoup d'amis qui venaient à la maison parce que la maison était ouverte. Enfin, la maison, tout le monde venait. Et elle avait beaucoup d'amis qu'elle conseillait. Je pense que papa a pris ça d'elle. Et de son père, qu'est-ce qu'il a appris? C'est le militantisme. Alors, notre grand-père, Félix Séguinval, était un militant. Un très très grand militant. Il a fondé le syndicat national des instituteurs. Il a été président de la solidarité scolaire. Il est né en 1899. Et tout cela se passe au début du XXe siècle. Et à l'âge de 17 ans, il est déjà à la solidarité scolaire. Il devient enseignant et cofonde le syndicat national des enseignants. Il est aussi le président de la mutualité, de la sécurité sociale. C'était un militant. Il crée aussi l'intersyndicale, qui était ce qu'on appellerait à l'heure actuelle la convergence des luttes. Avec travailleurs, manuels, intellectuels, etc. Il crée l'intersyndicale. Et l'intersyndicale dit que, alors je vais dire la phrase parce qu'elle est très très belle, l'intersyndicale dit que le monde du travail disait, leur mot d'ordre c'était, le monde du travail réclame le droit à la vie. Et je pense que c'est très actuel. Il était aussi le petit-fils d'un autre militant, le père de Félix, Saint-Jean-et-d'Inval, qui était maçon et qui a créé le premier syndicat des maçons en Guadeloupe, la Truelle Solidaire. Et lui est mort au tribunal en défendant un ami, un camarade on dira, et la légende dit qu'il a été empoisonné, donc il a eu une crise cardiaque en défendant cette personne. Alors, Félix et Saint-Jean avaient comme devise, nous étions au début du XXe siècle, et pour Saint-Jean à la fin du XIXe siècle, c'était la défense de l'homme noir et l'élévation de l'homme noir. Tous les deux avaient cette idée chevillée au corps. Je vais vous relire encore une phrase que grand-père disait que son père lui a appris. Nous sommes noirs. Alors c'est grand-père qui dit que son père disait, nous sommes noirs et nous devons avoir confiance de ce que nous sommes quelque chose. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes issus d'une lignée de militants, c'est pourquoi nous le sommes toujours, et que nous avons la défense de l'homme, du Guadeloupéen, de la Guadeloupe, chevillée dans notre cœur, dans notre corps, dans notre ADN. Voilà ce que je voulais dire de mon père, et je vous remercie grandement pour cet hommage. Vraiment. Puis, à Pierre Saint-Jean, Jean-Pépé, procureur les autres, livre là ça. Son grande richesse. Parce qu'il était vraiment ici dans le nombre. On a dit son tellement en mission. Ça apprend nous beaucoup de choses. Et un rabbin a transmis ça avec d'autres choses à raconter. Si on était malade à l'hôpital, on était à peine pour les gens dans moi. On vient tomber, j'ai envie de tomber malade. Mais c'est un sainte, mon pédiatre, spécialiste, mon pays. Si on était capable de 100 grammes par jour, d'initier, si on avait 5 grammes par jour, qui est mort, il y a un constituant. Dis-moi, tu ne peux pas détecter microbe là, il peut être traité. Mais ouais, Pierre, il dit, Pierre, ça va être non. Il dit, maman, non, putain, elle prend un petit monde là, mais elle est pour moi. Elle prend un petit monde là, elle a été inférieure. Mais elle prend un petit monde là. Non, puis il dit, elle prend un petit monde là, moi. Attends, mais pour Pierre, c'est des dominés. Elle prend un petit monde là, moi. Elle dit, bon, on va faire un petit monde là, moi. Il dit, non, intéressant. On dit, Charles, on dit, destination. Et on met les petits monde là à casa, moi. Et comme Pierre est à 200 mètres, on téléphoné, on dit, on là à casa. Ok, vini, maintenant, ça qui veille. Chaque jour, on va prendre 150 grammes. On fait quoi?
Après 3 visites, nous avons au bon. Nous avons eu la grosse femme, infirmière à domicile. Après, il sauver tout le monde. La détermination. Essayez. Alors, bienvenue tout le monde. On a croisé le matin. Et merci à Rico, merci à l'organisation de permettre moi de faire ce témoignage-là. Ça. Qu'est-ce que pour faire pour moi, Pierre Capester? Mes discours m'ont coupé tellement long, et long à force et vaillance à pied, qui fait que l'arrivée, il faut partir école là. Du coup, ça m'a fait. Donc, je crois comprendre comment content de rattraper le coup et de faire témoigner de ça pour Pierre, ça apparaît moins important. Alors, ça, vous savez, c'est que Pierre, toute carrière militantiste, il fait à Capester, mais commune d'adoption, c'est Pointe-Noire. Il était médecin à Pointe-Noire pendant longtemps, c'est là qu'il exerçait. Donc, quand il est arrivé, c'est une petite commune rurale, pas une grande attraction. Il faut savoir que Pierre était un bon footballeur, et donc il a été fini de travail, il a monté à rideau, jouer boule, parce qu'il y a une association qui a joué et basket et football. Donc il a joué avec ces jeunes-là, et puis il a changé de veille. C'était une façon d'intégrer la commune. Et donc ça fait que Pierre vient à l'usage, il vient président à l'Étoile de l'Ouest, aux autres savent ça. Et à un moment là, ça, moi, je joué basket, et puis c'est pour ça que nous venons président à nous. Et ça, pour savoir que c'est que Pierre portait nos paquets de bitin. Alors, Pierre était médecin, il était président de la club là, mais le local là, c'était salle de réception. Donc, si vous voulez, Pierre était notre académie 3-4 heures par soir, par jour, pas plus que ça. Parce qu'elle a été fin exercée, soit était une réunion, soit était aussi à un club à dormir. Donc, tout ça a passé en local. Mais Pierre aussi, c'était un bouc apprécié des Pointe-Noire, pour la bonne raison que font juste une petite parenthèse, pour qu'on a été médecin, c'est le médecin du peuple. C'est-à-dire que tout le monde est à Pierre, et là, on pas été payé, il a dit, vous pouvez aller, et la sécurité sociale qui est payée, vous pouvez venir payer moi. Et envie des autres, pas cacher les autres ailleurs, très peu de monde qui est retourné. Donc, ce qui fait que si c'est pour parler ça, mon Pointe-Noire à Louis-Pierre, vous devez payer ça. Donc, en tout cas, des autres que réunion nous avons fait à Pierre, et ça, Pierre porté bon nous en tant que président, c'est la responsabilité, l'engagement, et après nous à pas payer moun. Ça, c'est une vitalité extraordinaire. Et toute fondation aujourd'hui à Étoile de l'Ouest, c'est ça. Parce que d'autres comme Arabvini, et sans le dire, nous font un travail extraordinaire, c'était au-delà d'apprendre à jouer football et basket, c'était de former hommes et femmes. C'était ça, Pierre. Donc la responsabilité, l'engagement. Et les Pierre vient si vous êtes fatigué à un moment là, ça, il vient voir mon jour matin, il avait des sacs, des boîtes en carton. Il dit, Christian, il faut prendre responsabilité. C'est eux qui montent Pointe-Noire, c'est eux pour diriger Étoile de l'Ouest. Et on va te payer 10 pieds, non, puisque c'était comme ça, et c'est comme ça on succédé en tant que président Étoile de l'Ouest. Alors, Pierre a arrêté les fonctions de président, mais il restait médecin nous à vie. D'accord? Donc, chaque début de saison, c'est fait visite médicale, c'est des attestations, et il n'a jamais demandé nous 1 centime. Alors, tout ça pour dire que c'est un vaillant homme, qu'on ne peut pas aller plus loin si ça tenait à dire, parce que, bon, on travaille quand même un devoir d'échanger Pierre, parce que c'est d'une intelligence extraordinaire. Il était vraiment une vision au-delà du sport. Il ne peut parler technique, mais il peut parler aussi une vision plus large. Et donc, dans le local, il faut qu'on se mette dépasser sans nous échanger Pierre pour nous discuter sur un paquet de bits. Et jusqu'à ce qu'il partit la retraite, on va pas manquer d'aller un petit casse vert ou à Cayenne Capesté. Donc, c'est, j'ai envie de dire publiquement, je dis merci Pierre, on va pas te dire ça des vivants et on va profiter de dire à Lucien du réseau qui l'a on va dire ça des vivants aussi, c'est des boucs qui portent moins en l'eau, on va dire ça. Merci, on peut le petit côté à eux. Bon, merci en l'eau. Et avant tout, si vous pouvez permettre de remercier M. Didier Pézeron pour la réalisation, pour le travail qu'il a fait pour le pays là et pour les enfants pays là. C'est un exemple.
Et on salue aussi Jacqueline qui depuis l'année a parlé équipe de Manioc et ça belle. Boulot bravo. Merci aussi à l'UPLG de changer en camarade comme Henri Bernard dit Racine. Alors, quand on dit 3 minutes, on peut juste lire 2 ou 3 passages, ça, c'est-à-dire document là ça qui est basé en moi, qui est un hommage à Henri qui mort exactement 13 années, c'était en 2011. Donc Henri Bernard, c'était un philosophe. C'était aussi un monde qui était pour mission de conscientiser Pep et Pep Martinique parce qu'ils vivent longtemps en Martinique. Et donc, en Calissa Kimaké, cette conscientisation s'est concrétisée en 1970 par la sortie d'un disque qui sera attaqué en justice par les autorités françaises en raison de son titre et de son contenu, conscience de race, conscience de classe, conscience nationale. Oui, c'est disque. Allez, merci. Alors, dit cela, conscience de race, conscience de classe, conscience nationale. Le radio de vous est passé de temps en temps. Alors, on passe à ce que c'est passé. Gérali, il n'est pas retrouvé. Alors, c'est pas ça. Oui, cela, pas ça. Non, mais Gérald, il peut confirmer. Ah! Bon, parce que ça, c'est là où on est mis, on confié Gérald, et puis depuis ça, on n'a qu'à retrouver. Alors, on est passé rapidement. Il dit que rentré en Guadeloupe en 1979, où il va également enseigner, Henri Bernard va s'engager corps et âme dans le combat devant mener à la libération de la Guadeloupe. Il sera un membre du Mouvement populaire pour la Guadeloupe indépendante, et plus tard un membre de l'ARC, Alliance révolutionnaire Caraïbe, et également donc de la structure qu'on appelle Conseil national de la résistance guadeloupéenne, CNRG. Il quitte clandestinement la Guadeloupe en voie maritime le 16 juillet 1987, en compagnie de Michel Favre, Henri Amédien et Luc Renet. Bon, après qu'il y ait le rap de Saint-Vincent en capacité parce qu'il ne faut pas en trop long. À cette période, Henri Bernard avait déjà été condamné par les juges français à 8 ans de prison par défaut. Il était en marronnage lors de sa condamnation et fut d'ailleurs le premier marron guadeloupéen de l'ère moderne. S'il faut retenir de ce penseur et homme d'action une maxime forte, cela serait celle-là. La matière ne peut triompher de l'esprit. Son enseignement auprès des jeunes et des moins jeunes consistait à toujours privilégier l'être par rapport au paraître, à toujours croire en ses capacités, à concrétiser ses rêves, à toujours avoir une foi inébranlable en la cause pour laquelle on s'engage, en dépit des obstacles et des convenus. Alors, sans crédit là, c'est important, parce que moi-même, on a dit souvent, Henri Bernard jugeait un militant politique en fonction de sa disponibilité, la disponibilité de ce dernier pour la lutte contre l'occupant français. Pour lui, cette disponibilité devait être permanente et primée sur toute autre considération ou activité. Enfin, devant l'apparente résiliation de certains et la Guadeloupe. Didier, merci pour nous toutes. Bon, Rico, c'est répondre par rapport à Saint-Antoine. Déjà, on n'a pas présenté moi par Jean-Mi qui a son planté banane, dans son exploitant agricole. Ça, c'est la première des choses. Et là, nous parlons de souveraineté alimentaire. Il faut que nous fassions un diagnostic approfondi avant de nous pouvons remettre pour la souveraineté alimentaire. Sinon, nous pouvons continuer toujours à philosopher en l'air, toujours à parler de manière intellectuelle de cela. C'est un mot qu'on a utilisé presque dans le monde entier, d'ailleurs, surtout en France. Et nous pas rapporter les solutions qu'il faut. Moi, les vieux habitants. Là, les vieux habitants, Baïf, c'était grenier alimentaire à toute la Guadeloupe. Tout jeune petit bouc désigné au jardin. Tout qui a tenu voiture pour te vendre, qui n'a pas tenu, il était qu'à réserver place à eux, à monsieur Bourgeon, qui était qu'à venir monter et vendre marchandises à eux. Nous sommes en surproduction. On tient bien ça, là. Nous sommes en surproduction. Quel que soit tomate, laitue, toute production.
nous sommes en sous-production. La production agricole commence à chuter, il y a une vingtaine d'années de cela, où là, les premières plateformes d'import commencent à placer à Jari. Et là, à présent, vous commencez à taper en concurrence extérieure déloyale, qui fait que tous ces jeunes boucles là, partis en France, elles font maçon, elles font d'autres activités et quittent la production agricole. C'est là que le problème a commencé. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de revenus. Mais avant ce système-là, ça, tout agriculteur était qu'à fleurir. D'ailleurs, les enfants n'ont pas de droit à bourse à l'école. Alors, ils comprennent pourquoi. Et Joseph, nous avons parlé de souveraineté alimentaire, nous avons parlé d'installation de jeunes. Mais comment nous voulons un jeune venir installer dans l'agriculture aujourd'hui là, s'il n'était pas dégagé en revenu? C'est ça le problème là. Avant de nous dire que nous allons planter ci, nous allons planter ça, il faut nous poser la question du revenu de l'exploitant. Et s'il n'y a pas de revenu, il peut que venir. Si garçon ou fille, il faut nous le courage d'affronter la vérité des hommes. Si garçon ou fille, toujours pas dans le vocabulaire, vous ne pouvez pas payer un 4 signes de babri, vous ne pouvez pas changer par le tabac, vous ne pouvez pas voyer l'école. Comment il veut venir dans ça? Il plairait qu'on vous aussi alors. C'est ça le vrai problème. Didier dit 80% à manioc qui a consommé en Guadeloupe, qui vient de l'extérieur, 20% en Guadeloupe. Et pourtant, il dit que c'est une production qui est très facile à faire. Pourquoi nous pas faire? Nos problèmes. Est-ce que nous avons pensé, en tant que Didier dit qu'acheter manioc là à 1,20 €, est-ce que nous avons pensé aujourd'hui là, on exploitant agricole qui a planté manioc à 1,20 € brut, il a tiré d'affaires? Moi, je vais répondre tout de suite oui. Non. Et c'est la raison pour laquelle il panie manioc en Guadeloupe. Il peut que tirer d'affaires. En journée agricole, ou 7 heures de travail, brut, TTC, qui fait aux environs de 130 €. Combien de kilos de manioc il faut chaque jour pour payer mon là, il y a pas un seul monde qui a gagné. Combien de kilos de manioc on a récolté pour journée à lui? Il y a une vraie question. Alors là, nous parlons de souveraineté alimentaire, nous faisons un vrai diagnostic agricole avant, trouver les solutions et ensuite nous donner des résultats. Nous, assez souvent, quand le camarade l'a dit, culture, monoculture. Eh bien, vas-y, si pas une sécurité là, ça, tout le délinquant nous peut augmenter. Et demandez-nous de faire tout possible pour que cette culture là, ça continue. Par contre, à côté de cette culture là, ça, il faut qu'il y ait une diversification. Des cycles courts, de manière à nier en trésorerie sous 90 jours. C'est ça pour nous mettre en place. Il faut que, parce que tout exploitant agricole à la Guadeloupe, parce que nous pas nous problème de marché, nous pas ça, une fois au produit au régime banane, nous mettons un carton là, ou un camion là, il va casser ce bateau là, vous ce bateau là, au fini. Tout le travail là, qu'a fait organiser derrière. Et chaque fois arrivé, au virement, on va fait. Là, nous avons fait ici, déjà, nous pouvons organiser. Et en tant qu'on a dit en même temps, le fruit et légumes le plus consommé en Guadeloupe aujourd'hui, c'est banane. Parmi Ponyen et Kabati. Poyo et figue jaune. Les deux. Dans les fruits et légumes, ça dit en poyo, on peut manger cuit. Et en figue jaune, on peut manger un dessert mis. Eh bien, c'est le plus consommé en Guadeloupe. Et pourtant, nous ne pouvons pas importer. C'est ici fait. Alors là, nous avons parlé d'autosuffisance alimentaire. Eh bien, ces cultures-là, ça va contribuer énormément, y compris la canne. Tout ce qui est en Guadeloupe, on peut dire tout, mais la grande majorité de ce consommé en Guadeloupe fait en Guadeloupe. Alors, commencez par consolider cela, et à côté de cela, faire la diversification par saison à haute valeur ajoutée. C'est ça pour nous consolider et arrêter entre nous-mêmes, car utiliser le langage à l'État pour détruire nous-mêmes. Moi, personnellement, j'ai plus de 150 personnes qui travaillent tous les jours sur la convention collective nationale. C'est ça pour nous retenir. L'histoire d'un jardin créole, oui, c'est un plus, mais ce n'est pas l'essentiel. Il faut nous changer le langage. Il faut nous arrêter, platiner, perdre de temps. Il faut nous avancer. Il faut nous créer une entreprise. Il faut nous être devant. Oui, le manioc. Oui, la patate. Oui, l'igname. Oui, tout. Il y a un papier important qui l'autre. Et c'est mixité à tout ça qui peut faire demain que nous pouvons avancer. Sinon, question, on va répondre. Merci. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez dire ce monde-là, si ce n'est pas un secret,
avant de venir ici, bon matin là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, avant de venir ici, bon matin là, moi et madame, eh bien, nous sommes obligés à préparer le cochon à Noël pour le pépin et porter pour aller à moule. Parce que Noël a commencé et pendant toute semaine là, nous avons vu le cochon aller. Et quand c'est pour grand tel là, il collé avec l'abattoir là, si vous partez pour apporter monnaie, vous pouvez, le cochon a réussi à rester ici dehors. Voilà. Donc, on dit notre Rico, peut-être que nous avons un cas, et peut-être aussi nous pouvons réussir à pas venir. Voilà. Alors, tout le monde qui est là, bien bonjour. Les camarades, bien bonjour. Nous avons abordé une question qui dépend de vie moi en tant qu'agriculteur, on a une opinion moins récente. À part une opinion qui finit, à part une opinion qui a arrêté. En cas que problème à la souveraineté, on a mis tout dans le même sac, même si on a fait des différences. Mais à l'autonomie alimentaire, ou bien la satisfaction à la population sur le plan alimentaire, le problème là, longtemps il posé. En fait, son problème, peut-être ça qui a été nous autres, il a été depuis longtemps l'esclavage. Et position personnelle, moi, avec ces questions-là, ça, fait pour nous toujours gourmet, essentiellement pour la survie et pour manger. Aujourd'hui là, nous obligés de compte d'expérience à tout le monde. Parce que parler de satisfaction nous sur le plan alimentaire, produit un pays là pour nous pas nous ni de quoi manger, c'est un litre pour la production. C'est un litre pour produire. Et à chaque période à la vie, à la Guadeloupe, il a posé de façon différente. Et c'est pour ça qu'on a dit, amis à moi, camarades à moi, tout le monde a eu l'occasion de parler avec ça. Tout le monde qui a dans le secteur de la production Guadeloupe, en cas bien, ni en expérience dans le domaine de la production. Pas parce que vous voyez que c'est tout seul qui a une expérience, c'est ça faux. Ça faux. Quand vous exploitez agricole, quand vous voyez agricole, on a une expérience et c'est mise en commun à toutes ces connaissances-là, ça, qui permettent nous de voir demain. C'est pour ça, personnellement, on compte les Yaka. Yaka, non. Et M. Pezon, on a félicité, parce que moi, je viens là, parce qu'on a fait camoniok. On n'a pas fait manioc, mais on a fait camoniok pour consommation personnelle en moins, on a transformé moins famille en moins et les amis proches. Donc, ensuite, explication avec l'intéressement et portement l'eau. Mais, il travaille à travers tout développement, il a posé problématique à monde qui qualité et orientation comme notre point, là nous va parler de l'autonomie alimentaire. Et en cas que nous ne pouvons pas produire qu'on y 100 ans en arrière. 100 ans en arrière, c'est pas cela. Mais aujourd'hui là,
premier putain dit, c'est qu'elle goumé. Ça, tout producteur en Guadeloupe, en tout cas la majorité, qui venait en entreprise qui a duré, il a goumé. Il a goumé pour conserver ça qu'il a fait. Il a goumé pour mettre au point des machines. Il a coupé pour améliorer les outils qu'il a utilisés. Et au besoin, les parmi ces outils-là, ça, il a créé. Mais aussi, il a fait un produit et il a posé un autre problème qui est réel. Et nous ne sommes ni confrontés à ça, à savoir, produit à Hollande qui j'en crois conservé pour qu'il dure. Et en cas de ça, particulièrement, en cas de hier, à Mayotte, il y a des gens qui n'ont pas ni mangé. En fait, parce que nous avons un pays en cyclone et l'hivernage. En qui j'en crois passer cyclone à Hollande et l'hivernage à Hollande. Est-ce qu'on peut dépendre de la France? C'est ça. Donc, il a posé toute problématique à l'autonomie du point de vue alimentaire. En cas ajoutant un petit mot par contre, ça a posé aussi problème à goût à langue à nous. Ça a posé problème à goût à langue. Là, on va dire qu'on a dit, j'aime pas. Pas à manger encore au sol, et pas à manger pomme en aile, et pas à manger en châtaigne. Et c'est pour ça que nous avons en cas un aimé en Guadeloupe. C'est Dr Joseph. Son militant pour mettre en valeur Sanouni et il a sacrifié vie pour ça. En un domaine, il a fait recherche et en une recherche, il n'a pas toujours quelqu'un a trouvé les mondes qu'il faut pour aider. Et c'est vrai aussi que bien souvent, moi, quand on fait petit bout de transformation, pour livrer dans l'hôpital, mais là, à chercher un petit genre pour pouvoir là, le piché par qu'à oxyder, on ne peut pas faire 400 kilos pour yo, piché à la main, et on ne peut pas trouver une autre technique qui s'y pompe et pas oxydé. À Elina, on te connaît, chercher là, il travaille là, parce que moi-même, je travaille là, c'était pas fait, et tout là. Il dit, mais il va faire, et environ, et nous chercher, nous trouver. Mais les gens qui sont dehors du secteur, à gauche, à droite, universitaire, qui vont mon coup de main. Ça veut dire que la transformation alimentaire a posé des problèmes et a proposé des solutions pour chercher en nous. Il a posé des problèmes et a nécessité intervention à les machines. C'est d'autant plus important que nous vivons dans un pays, à un continent, sans l'idée. Et nous ne pouvons pas concevoir existence, production, nous, brute et transformée de la même façon qu'ici au continent. On dit tout à l'heure qu'en Afrique, et en quoi que nous on échange avec les pays qui n'ont même problématique que nous, moi, aille en loi dans les foires, à voler alimentaire et tout ça. Et puis ça a été dans ça. Il y a un hype, beaucoup s'habiller pour aller dans les foires. On va faire équipe avec. Avec qui on va vivre? Tandis que dans séries pays, on le Brésil, qu'on aime, et en Carassé et Colombie et tout ça, ils ont conservé une agriculture depuis le stade premier jusqu'au stade le plus évolué, au niveau de modernisation progressive. En cas quoi, il faut nous changer un peu
les relations qu'on nous bénit si nous vivons aussi. Alors, merci beaucoup. Rico Jacques Amagné, alors, et en plus de ça, sinon, qui nous va dire là, c'est Karine Manioc avec avocats et Mori. Pour moi, c'est le meilleur manger qui finit, c'est farine. Moi, j'ai testé sa farine à gaz, parce que c'est plus facile là. Il suffit on mettait, en fait, on fitait à Mori, qui dit 2-3 jours avec sel, dans le frigidaire là. Et farine, le musée va rentrer, farine, surtout c'est l'avocat, surtout en saison à l'avocat. Farine, manioc et les avocats, féroce c'est l'avocat. Féroce, c'est pour moi, c'est le meilleur pays. Et vite,